et bonjour à tous. Salut à tous, comment ça va? Bonjour Morgane. Hello. Hello à tous. C'est le deuxième épisode de Chill Chat. Donc Chill Chat, c'est un peu un format Heliocast où on va chiller et discuter sur des petits sujets qui sont liés à la création, un peu tous ces petits métiers. Aujourd'hui, on reçoit Morgane pour parler des briefs créatifs. Je te laisse du coup te présenter un petit peu, présenter les briefs créatifs, voilà, comme ça que tout le monde puisse un peu te connaître. Carrément. Je suis Morgane, je suis étudiante en deuxième année de master direction artistique et je suis à côté de ça graphiste indépendante et je suis la fondatrice des briefs créatifs aussi depuis 2 ans, presque 2 ans. Est-ce que vous connaissez dans le chat les briefs créatifs? Je sais qu'il y en a qui connaissent, mais du coup, n'hésitez pas à nous dire. Oui, j'y participe de temps en temps. Oui, Julie. Mais oui, Julie, c'est ouais. une habituée, Julie. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer déjà ce que c'est que les briefs créatifs pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, les briefs créatifs de base, c'est un compte Instagram. Ouais. Donc que j'alimente depuis décembre 2020, ça passe, ça fait bientôt 2 ans. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi vieux, c'est pas non plus vieux, mais... Non, ça va, ça me rajeunit pas ouais. quand même. Oh là. Et puis, donc du coup, je propose 3 briefs fictifs mensuels pour les créatifs, donc majoritairement graphisme. Ouais. Et également des ressources pour les créas, donc des présentations d'outils, des astuces, des tutos même. Bien, ça. Ouais. Et depuis septembre, le concept est devenu un jeu de cartes. Donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus pendant le live. D'ailleurs, si vous voulez aller suivre son compte et voir le site, vous pouvez mettre la commande !Morgane et du coup, vous aurez les infos du lien vers son compte Instagram et vers le site. Comme ça, vous pouvez regarder en même temps. Quelle organisation. Attends, t'as vu ça? Je commence à prendre le coup de main et les commandes, elles marchent. J'ai vérifié cette fois. Parce qu'à chaque fois, il y a des petets bugs, mes commandes, elles se désactivent. Et du coup, pour les briefs créatifs, t'as commencé tout de suite avec 3 briefs par mois ou Alors, au début, oui. Ouais, 3 briefs par mois. Toujours, directement. Je l'ai publié à quelques jours d'intervalle au début. Là, c'est un peu plus... Ouais, c'est plus espacé, ouais. Ouais. Et au départ, je crois que les votes étaient à quelques semaines d'intervalle avec la publication des briefs. Maintenant, je laisse minimum 1 mois. Ouais, quand même. On va parler un peu de se challenger en tant que créatif. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de challenges quand on est dans la création. Et aussi des questions que souvent on nous pose sur comment trouver ses premiers clients, comment trouver des nouveaux clients si on est en train de se repositionner, tout ça. Je connais et j'adorerais que ça existe pour les retail designers. Et Raphaël, je pense que tu peux utiliser les briefs et le faire en mode retail. Parce que c'est vrai que toi, c'est axé graphisme, mais finalement, les briefs peuvent aller au-delà du graphisme. Carrément. Et se développer. Et puis même, s'il faut adapter selon le secteur ou le support, c'est complètement ouvert, quoi. Tu peux les interpréter comme tu le souhaites. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je lis souvent les briefs. C'est vrai que j'ai pas participé, mais souvent je lis et à chaque fois je me dis mais en fait on pourrait carrément faire justement imaginer un truc de design global où on a à la fois le logo. Mais ce serait trop cool. N'hésitez pas, Raphaël, si tu veux faire en retail, peut-être tu vois trouve des gens qui vont participer. Et tu vois, faire un truc de design global où tu as à la fois le côté graphisme et toi tu t'occupes du retail et faire un projet, faire des collabs comme ça, je pense que ça peut être hyper chouette, mine de rien. Donc, il y a d'ailleurs déjà des personnes qui ont participé à plusieurs. Ouais, tu vois. Ok. Par exemple, l'un faisait l'identité visuelle et l'autre faisait tout ce qui est plutôt support print ou autre chose. Tu vois. Mais voilà, c'est trop bien. Qu'est-ce que ça fait de créer des collaborations comme ça là c'est une fierté incroyable. Mais j'imagine, c'est trop bien. C'est toujours trop cool quand peut-être tu t'instaures un truc et tu vois que les gens ils y vont à fond et ça crée des synergies de ouf. Ça fait trop plaisir ça. Même si c'est plus long de construire l'architecture d'une boutique, une identité visuelle, le concept est super en tout cas. C'est vrai que c'est plus long, mais tu vois, rien ne t'empêche de... c'est vrai qu'il y a 1 mois pour faire les projets, mais après, tu vois, rien ne t'empêche de dépasser, pas forcément participer au truc et garder le brief, En général, les personnes qui participent hors délai, je les valorise quand même en story, tu vois, pour dire, cette personne a participé. Raphaël, c'est le moment. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, Raphaël sera notre invitée de l'émission Heliocast du 1er décembre, puisqu'elle fait du coup, comme elle le disait, du retail. Et on va parler spécifiquement pour Noël de la scénographie de vitrine, parce que c'est un peu les trucs un peu merveilleux. Donc on va parler de ça, donc elle va vous montrer un petit peu tous ses projets pour ce Noël, donc ça va être très très chouette.
Et vu que c'est Noël, vous aurez droit à des petits cadeaux. On va faire gagner 2 lots. Il y aura un lot pour les gens qui nous regardent en live et on aura un plus petit lot pour les gens qui regardent en replay. Donc soyez là. Et je vous conseille d'être là en live parce que du coup le lot il est quand même vachement bien. Et dans le lot on aura des t-shirts, on aura des illustrations, on aura plein de petites choses. Donc soyez au rendez-vous. Tu m'as convaincue, je vais regarder. Déjà la thématique est super intéressante. Quand je dis que je fais gagner les trucs, il y a plus de monde. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Et donc du coup, les contributeurs de la petite campagne Ulule avaient jusqu'à début octobre pour commander le jeu. Et il est en rupture de stock jusqu'à début janvier. Donc, pour les personnes qui voudront le commander de nouveau, ça sera début janvier. Vous ne l'aurez pas sous le sapin pour Noël. Désolée. Ouais, mais souvent les cadeaux ils se font un petit peu après Noël des fois parce qu'on savait pas ce qu'on voulait, donc vous pouvez quand même le commander. C'est ça. Et puis du coup, le jeu de cartes reprend l'idée des briefs créatifs sur Instagram. Ouais. Donc c'est composé de 3 types de cartes différents. Et là, en fait, c'est vous qui créez le brief, en fait, avec le hasard. Donc il y a 3 tas de cartes. C'est trop bien ça. Il y a du coup un tas de cartes secteur d'activité, un tas de cartes support. Ah, c'est moi ça. Coucou. Donc un tas de cartes support d'activité, un tas de cartes secteur. Ouais. Et un tas de cartes contraintes. Et du coup, en piochant une carte de chaque paquet, en fait, tu arrives à un brief complet. Et ce qui est bien, c'est que sur les cartes secteurs, tu as par exemple un fleuriste et tu as le brief détaillé si jamais tu veux vraiment aller plus loin, tu vois, en développant un petit peu le concept. Ou alors rester sur un fleuriste et tu l'appelles comme tu veux et tu lui donnes les attributs que tu veux, quoi. Je trouve ça vachement bien le format jeu. Parce que, mine de rien, le fait d'avoir un truc physique, je trouve que généralement, ça t'aide quand même vachement. Enfin, il y a un truc hyper ludique. C'est clair. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui de dire... des fois, c'est dur de se challenger en tant que créatif. Surtout des fois, quand on commence, on a des projets qui sont pas forcément les projets dont on rêve. Mais vu qu'on commence, on sait pas forcément ce qu'on veut non plus. Et les projets de cours, c'est encore autre chose. Les projets de cours, généralement, on a plus de temps dessus. Et c'est pas forcément la réalité à chaque fois. Et puis tu vois, vu qu'un projet de cours, t'es pas, on va dire, le seul décisionnaire, en général, t'es en groupe. Ouais. Donc c'est des projets que t'as pas forcément envie de valoriser sur ton portfolio. Et c'est tout à fait normal. Hein. J'en ai plein de projets de cours que j'ai pas envie de valoriser, tu vois, sur mon compte Instagram ou autre. Ouais. Donc c'est tout à fait normal et ça aide, je pense, à diversifier un peu son portfolio. C'est ça, en fait, souvent, moi, j'ai pas mal d'étudiants justement qui viennent me demander comment tu fais. Ils me disent j'ai pas beaucoup de projets à montrer. Et je leur dis mais fais des projets fictifs. Et c'est vrai que des fois on peut être, je pense, un petit peu perdu, se dire ok, quel sujet je prends, le nom. Rien que le nom, des fois c'est hyper dur à trouver un nom. Et du coup, c'est bien d'avoir... Enfin, tu vois, ce que tu fais, je trouve que ça vachement bien parce que ça te challenge, parce que justement, il y a des contraintes. C'est pas juste, voilà, c'est une marque de café, débrouillez-vous avec ça. C'est qu'en fait, tu les accompagnes vachement pour qu'ils aient vraiment un brief, du coup. Et du coup, ça les forme... c'est une sorte de formation, finalement, pour arriver à faire des projets et pouvoir rajouter tout ça sur le portfolio et aussi travailler, on parlait de style graphique la dernière fois, mais pour travailler son style, c'est hyper intéressant aussi. Et j'essaie vraiment aussi d'aiguiller aussi les créas en racontant une histoire, tu vois, dans le brief détaillé, vraiment pour le coup de développer les choses. Et ça, je trouve ça vachement bien et hyper pertinent pour ce truc, quoi. De donner, tu vois, des valeurs d'entreprise ou des choses comme ça qui peuvent résonner en eux et qui peuvent exploiter à travers leur style graphique, justement. Et puis c'est surtout que ça se rapproche finalement des vrais briefs qu'ils pourront avoir quand tu as un client qui vient te voir. Un client, généralement, ils viennent te voir et disent ok, je veux ça, mais si tu creuses, si tu poses des questions, ils vont dire voilà, ça c'est mes valeurs, voilà où je veux aller, quelles sont mes ambitions, les supports dont j'ai besoin. Et du coup, toi, tes cartes, elles ressemblent un peu à ça finalement. Tu as ce truc les supports, les contraintes, les valeurs, etc. Donc c'est vachement bien pour travailler votre style. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là plutôt, vous pouvez voir le replay de la vidéo sur le style graphique sur YouTube. Et du coup, pour répondre un peu à cette question du style graphique, typiquement, on disait qu'il fallait expérimenter et faire des projets. En fait, si vous ne faites pas, forcément, vous ne pourrez jamais trouver votre style graphique. Alors que là, en faisant ce truc-là, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, mais une fois de temps en temps, quand vous avez du temps... ça demande du temps, mine de rien, c'est clair. Je peux comprendre que les personnes ne le fassent pas tous les mois.
tout Ça à fait. demande du temps, mais justement, pour tous ceux qui disaient ah, j'ai pas trop de projets à montrer et du coup, j'ai du mal à avoir de nouveaux clients, bah, justement, c'était un des sujets d'aujourd'hui. Pour trouver des nouveaux clients, forcément, les clients, généralement, ils aiment bien voir votre travail, ils aiment bien voir une espèce d'idée de ce qu'ils vont voir. Et du coup, bah, faire ce type de projet, ça vous permet de mettre sur votre portfolio et d'attirer des nouveaux clients comme ça aussi. Donc, c'est hyper important. C'est clair. Et en plus, le fait tu vois, de te donner des petits challenges comme ça te permet d'attirer ton client idéal. Si par exemple, Exactement. ton client idéal est un fleuriste, je dis n'importe quoi, et que tu vois, le brief du mois, c'est pour un fleuriste. Pour le coup, ça peut te permettre d'attirer des clients de manière simple et en s'amusant. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que je trouve que le projet, il lie vachement le côté bah, tu te fais plaisir parce que tu restes quand même maître de ta création et en même temps, tu as quand même ce côté hyper pro. Et tu vois, même moi, à mon niveau, là, ça fait plusieurs années que je suis freelance et je sais que là, je suis en train de changer de positionnement dans le type de projet que je cherche. Et typiquement, je sais que sur mon site, j'ai beaucoup de projets de prestation de service, pour des clients dans la prestation de service. Et là, j'aimerais mieux me diriger vers de la prestation pour des marques, donc des produits, des marques de vêtements, etc. Et typiquement, bah, là, je commence à faire de plus en plus des projets fictifs qui tendent vers ce truc-là. Et comme ça, en fait, quand les gens vont sur mon site, ils disent ah ok, en fait, elle fait plus de marques que de prestations de services, donc je vais peut-être plus moi en tant que marque faire appel à cette personne. Puis se reconnaître aussi voilà. dans tes créas, etc. Donc voilà, ça c'est hyper important pour ça. Tu les publies systématiquement, les projets fictifs que tu fais ou pas forcément? Certains tu les gardes pour toi? Ces dernières années, je les ai tous publiés parce que j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que j'en fais un par an à peu près. Okay. C'est déjà cool pour se challenger à ton niveau, je veux dire. Ouais. J'en fais un par an et ouais, et tu vois, bah, les deux que j'ai fait ces 2 dernières années, du coup 2021-2022, c'était du produit. Trop bien. Sans même avoir encore questionné l'idée de me repositionner ou quoi. Mais j'ai fait une marque de bijoux et une marque de crème solaire, donc 2 trucs rien à voir, mais toujours dans le produit, cette histoire de marque, tout ça. Mais c'est vrai que c'est vachement bien pour te repositionner. Et il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'on a déjà dû te demander, genre, est-ce que t'as pas peur de mettre tes projets fictifs sur le site? Parce que les gens, ils savent que c'est des projets fictifs, ou est-ce que tu dois le dire ou pas? Toi, tu dis quand tu mets des projets fictifs ou... Moi, je le disais systématiquement quand je les publiais sur mon compte graphisme, en tout cas. Et j'ai jamais eu de clients qui m'ont dit oh, celui-là, ce projet-là, il m'intéresse pas plus que ça parce qu'il est fictif. Au contraire. J'ai déjà eu des personnes au téléphone qui me disaient ah, bah, j'ai apprécié votre projet fictif, je crois que c'était sur une box pour bébé. J'avais fait un projet fictif sur ça. C'est cool comme projet. C'est clair, ouais. Nikita, ça peut t'intéresser ça? T'as fait une marque de vêtements pour enfants il y a pas longtemps, un projet fictif. ça tombe bien, on va dire. Et puis c'est vrai que la personne me disait mais j'avais adoré ce projet, même s'il est complètement fictif, ça me pose pas de problème, t'as travaillé dessus peut-être autant que si t'avais bossé pour un client. Bon, t'as pas la relation client derrière puisque ton client est fictif, mais pour le coup ça peut montrer les compétences que tu as et valoriser le travail que tu fais, donc... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, souvent vous nous demandez est-ce que t'as pas peur de dire que c'est fictif? Au contraire, en fait, allez-y, parce que ça prouve que, en plus de vos projets clients, vous faites aussi d'autres projets, que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous êtes capable, en fait, ça montre juste votre technique. Donc c'est hyper important. Et même moi, je le fais encore, et quand je poste des projets fictifs, je le dis, et c'est pas un souci, et en fait, les clients, ça les rebute pas du tout. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est... Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, vraiment. C'est au même titre que les projets de cours en fait. Les projets de cours, parfois, c'est des compétitions avec des clients réels. Je pense que ça t'est déjà arrivé à l'école. Je crois qu'on en a eu un, mais je crois qu'au final, ça s'était pas abouti. On n'avait pas tellement de compétition. En gros, tu avais quand même, à la fin, le client choisissait un projet, mais je crois que ça avait pas du tout abouti. Le mec avait abandonné un peu en cours de route. On était un peu l'année où tout le monde abandonnait les trucs. Mais... Et c'est vrai que ça permet aussi, comme les projets de cours, de faire des choses qui existent et des choses qui n'existent pas du tout, quoi. Ouais. Pour évoluer, il faut beaucoup pratiquer. Je pense que c'est toujours bon, ça veut dire qu'on est passionné. En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de toujours créer.
Et l'avantage en fait des briefs créatifs, c'est que quand t'as pas beaucoup de projets parce que tu débutes ou quoi, bah, ça te permet de garder ce truc de création. C'est ça. Parce que mine de rien, ça s'oublie vite, je trouve, la création. Ou en tout cas, tu oublies pas, mais tu as plus peur. Je sais que là, moi, j'ai eu une petite période de creux cette année. Et du coup, quand je me suis remise à faire des identités visuelles, j'étais un peu en mode « Ah là, j'ai vachement peur de l'envoyer. » Donc du coup, c'est bien quand vous avez pas beaucoup de projets pour continuer à faire ce truc-là. Et j'ai perdu ce que je voulais dire après. Bah, ça te sort un peu la tête des projets clients que t'as aussi. Ouais, c'était ça. Je trouve. Voilà. Je lis dans tes pensées. Ouais, parce que c'est vrai que les projets clients, bah mine de rien, les contraintes, t'as des contraintes de base, mais après t'as aussi ce que veut le client. Et le projet sera pas forcément 100% à ton image. Après, il est pas non plus censé être 100% à ton image parce que tu dois t'adapter à la cible, à ton client. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir lâcher un peu prise. Et du coup, je trouve que les briefs que tu fais, ils aident vachement pour ça. Mais d'ailleurs, je suis curieuse, pour ceux qui ont déjà fait des challenges sur les briefs créatifs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez retiré, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a servi, est-ce que vous avez mis sur vos portfolios. Je suis très très curieuse. Je ne note jamais que c'est un projet fictif parce que le travail et la créativité investis sont les mêmes. J'estime que le projet existe à part entière. Mais je suis d'accord, mais en fait je mets toujours qu'il est... Enfin, je mets qu'il est fictif, mais je tourne ça d'une manière, je mets pas en énorme projet fictif, voilà, j'explique le projet, et après en fait tu te rends compte dans la manière dont c'est tourné que c'est un projet fictif, mais ça veut pas dire que le travail est pas là, et c'est pour ça que généralement je le mets... voilà, ou alors j'explique, je crois que j'avais posté le projet que j'ai fait cette année. J'avais dû expliquer que voilà, j'avais eu une période où j'avais un peu moins de travail et que j'en avais profité pour faire ce projet-là, et j'avais expliqué tout mon cheminement. Et au final, ça a beau être un projet fictif, tu sentais le travail qu'il y avait derrière et que c'était le même qu'un projet, client. Donc, après, c'est le choix de chacun de le mentionner ou pas, et dans les deux cas, c'est tout à fait adapté. Hein. Ça dépend de la manière dont tu l'annonces. C'est ça, ouais. C'est ok, quoi. Ouais, bah, c'était vraiment ça pour moi. Je trouve que c'est vraiment pour démarrer. Bah, moi, je sais que j'aurais aimé qu'il y ait un compte comme ça quand moi j'ai débuté. Parce que je me mettais mes projets de cours, mais mes projets de cours, j'étais pas 100% raccord avec ce que j'avais fait. C'était évidemment, comme tu disais, des projets des fois de groupe. Donc t'es pas, c'est pas 100% ta création non plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, toi, le compte, tu l'as lancé pendant tes études. Et du coup, est-ce que tu fais tes briefs, est-ce que tu fais tes propres briefs ou est-ce que tu en fais d'autres Ça m'arrive d'en faire. J'ai jamais fait des briefs, tu vois, d'autres comptes, parce que je sais qu'il y a d'autres comptes qui existent, bien sûr. J'ai rien inventé là-dessus. Mais j'ai jamais fait de briefs d'autres comptes. Je fais mes propres briefs. Ouais. Bah en même temps. Ça m'arrive. Jamais fait, mais je compte à 100% partager mes projets étant débutante. Je trouve ça génial pour s'améliorer, et le mentionner, je l'assumerai à 100% en tant que nouvelle. Je pense que les clients peuvent comprendre aussi. Carrément. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un peu tout type de clients, mais la plupart sont hyper bienveillants là-dessus, quoi. Oui, et puis comme on disait avant, c'est de la créativité au même titre qu'un client classique, enfin réel, je veux dire. Et c'est le même travail. Donc tu peux très bien le valoriser de la même manière. Alors, Cassie, je me suis repositionnée il y a peu, donc les briefs créatifs que j'ai faits me servent sur mon site pour attirer mes clientes idéales. Je les remplacerai au fur et à mesure par des projets clients. Ouais, mais ça, je suis 100% pour. Parce que c'est vrai que souvent, on s'enferme un peu dans un truc quand ça fait longtemps que tu fais ça. T'as tes créas et il y a souvent le sujet. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes d'accord, mais au début, quand on débute, en tout cas, t'as envie de mettre tous tes projets. Ouais, c'est clair. Et tu mets tout, et tu mets même les trucs que tu faisais au tout début de tes études. Des fois, c'est des croquis, c'est même plus du graphisme ou quoi. Et tu mets un peu de tout. Et au final, c'est pas hyper pro pour un client qui vient. Donc, c'est mieux de mettre peut-être 2-3 projets, mais 2-3 projets bien construits. Ouais. Même s'ils sont toi, ça aide vachement ce que tu fais justement pour ça, pour vraiment construire ton truc. Après, je sais qu'il y a des personnes qui développent un petit peu le brief que je propose, par exemple. Je demande de créer un logo et une palette.
Et il y a des personnes qui vont instinctivement développer d'autres supports en lien avec l'identité. Je trouve ça cool d'aller au-delà aussi. Et ça, c'est cool, parce que t'as ce côté, vous êtes cadré, on vous donne le truc de départ, mais par contre, après, si tu décides de partir dans autre chose... Mais carrément. Donc c'est trop... Enfin, pour ça, je trouve ça trop, trop chouette, quoi. Et il y avait aussi l'aspect... on en parlait un peu, mais de sortir de sa routine quand t'es créa. Donc, t'as ce truc-là. Enfin, je sais pas toi comment tu le perçois, mais quand tu crées en permanence, des fois, t'as envie de sortir un peu d'un truc. Et je pense que ça t'aide là-dessus, toi. Et je pense que, par exemple, pour les personnes qui sont, admettons, web designer, je dis n'importe quoi, et tu vois un brief sur une identité visuelle, tu te dis, écoute, j'ai envie de développer ce côté-là, je vais le développer par un brief fictif. Et inversement, tu vois, une graphiste qui est habituée à faire des supports print peut très bien se dire, ok, je vais développer une maquette d'application ce mois-ci. En fait, c'est ça, c'est vraiment pouvoir expérimenter. Et c'est vrai que les gens doivent en avoir marre parce que j'utilise tout le temps ce terme d'expérimenter. Mais en fait, surtout ce qui est fictif et tout, c'est vraiment le moment où tu peux le faire, en fait. Ouais. Tu testes des choses et tu vois si ça fonctionne, si c'est ton truc ou pas. Donc pour ça, je trouve ça vachement bien. Ça peut même amener à des développements de compétences, tu vois. Par exemple, tu as développé le web design sur un brief et tu te dis, j'ai envie de proposer ça à mes clients, tu te formes et puis ça peut devenir une compétence à part entière. Et c'est vrai que moi, j'ai mis hyper longtemps à faire des projets fictifs, finalement. En fait, j'en ai fait un pendant mon master. Ouais. À l'école, du coup Pas dans le cadre de l'école, mais je l'ai fait pendant que j'étais en études. D'accord. Parce que, en fait, ça m'a fait rire parce que c'était pour une marque de café. Ah, trop bien. Et du coup, t'as sorti un brief récemment pour une marque de café. Et en fait, c'était hyper drôle parce que c'était le moment où on commençait à communiquer sur ce format. Et je me disais, mais trop drôle parce que en fait, ça m'a renvoyé en fait, à ce projet-là. Ça s'appelait A Cup to Keep. Parce que moi, j'aime bien les sonorités un petit peu, voilà. Et en gros, je m'étais basée sur un brief. En fait, j'avais fait exactement ce que tu fais. Je m'étais mis mon propre brief avec des contraintes. Donc, j'avais noté mon petit truc. Et j'avais construit mon projet derrière. Et c'était en mode, c'est un coffee shop où tu peux acheter ton café. Et si tu viens avec ton propre mug, t'as une réduction sur le café. En mode, coup, cup to keep. Zéro déchet un petit peu. Voilà. À l'époque, j'étais avant-gardiste. T'aurais dû développer ce coffee shop. Mais tu sais qu'en vrai, j'avais très envie de le développer. Parce que ça, c'était en 2015, ce projet. Il n'y avait pas énormément des coffee shops avec des cups que tu veux t'apporter toi-même. En fait, je m'étais fait la réflexion. Alors, moi, je bois pas de café en plus, donc c'est ça qui était très drôle. Mais je m'étais fait la réflexion quand j'accompagnais des gens au Starbucks, t'avais tous ces trucs en carton et je me disais, mais putain, c'est quand même con, tu vois, genre... Et je dis, putain, ça pourrait être quand même bien, tu viens avec ton mug, on te le remplit et du coup, ça fait moins de déchets. Eux, ils ont... Genre, en tant que marque, t'as moins à produire, donc t'as moins à acheter. Etc., donc pour eux, c'est grave économique aussi. Ouais. Mais en gros, j'avais un C, ça faisait le C et ça faisait le K, et du coup, ça faisait des petites tasses. Oh là là. Et je sais pas si je dois avoir un autre quand même. Ah voilà. Trop bien. Et du coup l'idée c'était d'avoir des cups différentes parce que vu que tout le monde vient avec son mug de café différent, je me suis dit tiens je vais faire des mugs différents et j'étais en mode mais attends je peux faire les lettres de cup to keep. En plus c'était à une époque où je me cherchais complètement tu vois au niveau du style tout ça et du coup je l'ai gardé pendant hyper longtemps. J'avais fait tous les supports, genre j'avais fait les packaging, les machins, les petites tasses. Oh, mais d'accord. Mais du coup, en fait, c'est exactement ce que toi, t'as fait pour Caféine, où t'as une marque et puis tu y vas, quoi. J'ai secrètement accès à tes fichiers. C'est pour ça que je l'ai proposé, ce brief. J'avais vu que t'avais fait un truc de ouf et je voulais que tu le proposes. Alors, il y a eu des trucs bien mieux. Franchement, le projet Caféine, il y a eu vraiment des petites dingueries, quoi. Est-ce que vous avez des astuces pour bien ranger les fichiers ? C'est une vaste question, ça, de créa. Bien ranger ses fichiers. Putain, je ferai peut-être un live là-dessus, parce que j'ai appris avec le temps à bien ranger mes fichiers. Je les range, alors par projet, ça c'est sûr, toujours par projet. Et après, j'ai toujours un dossier qui s'appelle les données. Les données, c'est tout ce que le client va m'envoyer. Ça va être s'il a déjà une communication, s'il a déjà des photos. Ouais, des textes, je vais tout mettre là-dedans. Et après, je fais des sous-tris de dossiers, photos, si c'est des textes, tout ça, voilà. Je trie comme ça. J'ai toujours un dossier, du coup, de recherche. Et j'ai toujours un fichier de recherche
à l'arrache. Ce truc, pour moi, c'est vraiment, tu sais, les premiers trucs que tu fais où t'as 15 000 trucs sur ta planche et c'est le bordel. Les inspi et tout ça. Voilà, c'est ce genre de truc. Et après, j'ai une planche vraiment bien présentée. J'ai un dossier de présentation. Donc, quand je fais des présentations, je les fais différemment selon les projets. Donc, un dossier de présentation et après, un dossier de rendu final. Où là, c'est tous les dossiers que je vais donner aux clients. Donc, pareil, qui sont rangés par logo, CMJN, RVB, les formats, les machins. Tous les livrables. Tous les livrables, voilà, tout trié pour qu'eux, ils s'y retrouvent. Donc, généralement, j'ai à peu près 4 dossiers. Et après, j'ai des sous-dossiers pour tout ce qui est photo, tout ça. Mais, je sais pas, toi, tu fais comment, toi ? Je fais tout le temps par projet aussi. Ouais. Après, je suis moins bien organisée que toi, clairement. J'ai moins d'années de bouteilles, forcément. mais j'essaie de plus en plus d'être organisée là-dessus. Ouais. Et de faire vraiment, tu vois, un fichier où, comme toi, j'ai toutes les ressources clients au même endroit. Comme ça, j'ai pas à chercher. C'est important. Et d'ailleurs, un conseil, gardez toujours les fichiers sources de vos clients, même des années après. Parce qu'il m'est arrivé encore, il y a pas longtemps, de reprendre un projet d'il y a au tout début où j'étais en freelance. Et c'est cool pour vraiment reprendre le fichier qu'on avait envoyé au client, quoi. Ouais, franchement, gardez tout. Quitte à avoir des disques durs externes, mais vraiment gardez tous vos fichiers parce que ça vous servira forcément. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un client qui te recontacte des années après Ça m'est arrivé, généralement pour faire un truc en plus. Mais j'ai jamais eu de problème de fichier source parce que je suis du genre à peut-être trop garder les trucs, moi, au contraire. Mais ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Dernier tips pour vos rangements de dossiers, vraiment, mettez un numéro. Dès que vous avez un nouveau projet, vous mettez, par exemple, votre premier projet, ça sera 1, le nom du projet. Et en fait, si vous mettez des numéros, ça vous permettra dans votre fichier d'avoir tout dans l'ordre numérique. Et en vrai, c'est méga important parce que si vous le faites pas, quand vous avez 3-4 projets, c'est cool parce que tu retrouves facilement ton truc. Quand vous commencez à en avoir une centaine après plusieurs années, vous êtes bien content d'avoir un petit numéro et de savoir que vos derniers projets en date sur lesquels vous travaillez, c'est les derniers de la liste, quoi. Et par contre, par exemple, si tu as un client que tu avais déjà d'il y a longtemps, que tu as numéroté par exemple 2, est-ce que tu reviens dans le 2 ou est-ce que tu fais vraiment un autre fichier Généralement, je fais un autre fichier que je renomme nom du client et le truc spécifique qu'il me demande. Le support qui te demande. Ouais, parce qu'après, c'est pareil, il faut retrouver où c'est. Après, tu peux mettre des petites pastilles de couleurs ou quoi. Genre sur Mac, ça c'est vachement bien. Ça, c'est cool. Petite taille de couleurs, là. Team stockage en DD ou team stockage sur Drive. Je suis team stockage sur Dropbox. Je sais, ne me huez pas, s'il vous plaît. On a vu que tu as été trifouillée dans tes souvenirs. Moi, Dropbox, c'est ma vie. Je déteste Google Drive. Je trouve que c'est pas du tout instinctif. Je sais que tout le monde est dessus, mais moi, je trouve pas ça instinctif du tout. Je suis perdue, moi, dans les fichiers Drive. Je sais pas si toi, tu l'utilises, mais... Je l'utilise, mais que très peu. Moi, je suis team disque dur. Mais moi, il faudrait que je fasse le 2. Là, tu vois, j'arrive à un point où je me dis, si demain, Dropbox crash, mais pareil pour je n'ai rien du tout. Faut genre, faire des copies. Toutes les missions Heliocast disparues. Non, c'est pas possible, ça me faut faire des Donc mais là c'est prévu. En plus, j'ai un disque dur exprès pour ça, juste pour l'émission, et je l'ai juste pas utilisé, mais... Moi, Dropbox, je trouve ça hyper bien. Je l'aime d'amour. De toute façon, on avait plus ou moins fait un peu le gros tour, je pense, de comment trouver un peu les nouveaux clients, en justement proposant des nouveaux projets. C'est ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on sous-estime aussi le fait de mettre en avant ces projets. Du coup, maintenant, on les met vachement sur les réseaux. Mais de plus en plus, j'ai l'impression. Avant, ça se faisait pas tellement. Enfin, je dis avant, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans, ça se faisait pas. Ça se faisait pas du tout. Moi, je sais, quand je suis sortie d'études, on le faisait, mais on n'avait pas genre un compte dédié. C'était en mode, si on était vraiment fiers d'un projet, on le mettait. Mais c'était pas pour but de trouver des clients. Alors que maintenant, Instagram est vraiment devenu un truc où les gens postent dans le but de trouver des clients. C'est clair. Et qui te permet aussi d'attirer des clients et des potentiels clients aussi, des prospects. Ouais, complètement. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as énormément de clients qui te viennent via Instagram ou peut-être via LinkedIn, parce que je sais que tu postes aussi pas mal là-bas? Moi, j'en ai très très peu qui viennent via Instagram. Parce que après, j'ai aussi un petit peu lâché ce truc aussi de... Je poste beaucoup sur Instagram, mais je suis plus dans l'optique vraiment de trouver des clients via Instagram parce que ça a jamais vraiment fonctionné pour moi là-dessus.
Donc je continue de poster parce que j'aime bien mettre en avant mes projets, j'aime bien montrer ce que je fais. Mais ouais, tu vois, je fais moins de trucs vraiment pour les clients. Et en plus, je parle de plus en plus de l'émission, tout ça, donc je me rends compte que c'est pas les clients sont pas du tout là-dedans. Sur LinkedIn, un peu plus, parce que j'ai plus eu des clients via LinkedIn. Trop bien. Mais de plus en plus, en fait, les 3/4 des clients que j'ai, ils viennent de bouche à oreille, de rencontres que j'ai fait. Et après, Instagram, par contre, peut être un vecteur de réseau aussi. De réseau et de confirmation. C'est-à-dire que les gens, soit ont entendu parler de moi par quelqu'un, et du coup, ils vont voir mon site, ils vont voir Instagram, et si ça leur plaît, ils se disent « Ah ouais, ok, elle fait ça », et du coup, ça crédibilise un peu en plus. Donc ça peut être un vecteur de validation, en gros, avant que les gens t'appellent. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de montrer tes projets sur Instagram. C'est clair. Mais après, il y a des gens qui trouvent leurs clients 100% via Instagram. Bah, tu vois, pour ma part, pour mon activité de graphiste indépendante, du coup, j'ai un compte dédié sur Insta. Et vraiment, ça me rapporte 80% de mes clients. Ouais, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est fou. Et du coup, en fait, les personnes me connaissent via Instagram, vont sur mon site et me contactent, ou alors me contactent directement sur Instagram. Ouais, mais ça, tu vois, c'est hyper intéressant. Mais du coup, tu postes sur ton compte du coup pro graphiste, tu postes quoi? Tu postes que tes projets ou tu mets en avant d'autres trucs Je mets surtout des projets clients. Bon, je l'ai un peu abandonné et mis de côté là pour l'instant le compte. Mais tu vois, les personnes, rien que le fait de tomber dessus et de voir un peu le style, comme sur le tien d'ailleurs, parce qu'on arrive à voir quand même ton style graphique sur ton compte Insta. Et je trouve que c'est quand même une bonne vitrine, mine de rien. Ouais. Encore plus quand t'as pas de site. Tu vois, il y a des graphistes qui n'ont pas encore de site et qui il y en peuvent a beaucoup, aussi... Il y en a vraiment beaucoup qui n'en ont pas. Est-ce que vous avez des clients via Instagram? Ça peut être intéressant. Qui a des clients par Instagram et qui n'en a pas? Mais c'est souvent un gap énorme. C'est vraiment soit t'en as pas du tout, soit c'est quasiment tout de là. On en parle souvent avec d'autres graphistes et t'as vraiment les deux teams. Et c'est vrai que moi j'en ai rarement eu. C'est arrivé, hein, mais c'est plus souvent un canal de validation. Ouais. Mais ils me trouvent ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu moins stressée, on va dire, par Instagram. Les personnes aussi sur LinkedIn, je trouve qu'ils publient de plus en plus en tant que créatifs, tu vois. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte que c'est un réseau, pour le coup c'est un réseau pro, mais vecteur aussi de visibilité et de réseau aussi. Bah moi, pour le réseau, LinkedIn, c'est celui qui marche le mieux en termes de réseau pro, effectivement. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait vraiment rire sur LinkedIn, c'est des fois des gens avec qui tu parles sur Instagram. Instagram, c'est très chill dans les échanges, tu sais, c'est très... on est potes et tout, mais dès qu'ils commentent des trucs sur LinkedIn, tu sais, c'est un peu plus guindé en mode c'est un réseau professionnel. Du coup, ça me fait vraiment trop rire, quoi. Quand tu dis félicitations à un ami, c'est pour un changement de poste, je l'ai fait d'ailleurs hier encore à une amie. Et t'es là, félicitations Amandine. Ouais, tu sais, tu mets pas trop de trucs. Ouais, GG. C'est ça. C'est vachement plus soft. Après, t'as quand même des personnes sur LinkedIn, et je pense qu'on sera d'accord parce que j'ai vu passer un commentaire de toi sous une publi qui osent un peu parler d'une manière un peu plus chill sur LinkedIn, mais c'est un parti pris, quoi. Alors attends, il y a eu beaucoup de réactions là. LinkedIn, hyper puissant pour ma part. Ouais. Mais toi, ça m'étonne pas. LinkedIn, je pense que c'est un trop bon vecteur pour toi. J'ai du mal à voir quel type de contenu créatif on peut poster sur LinkedIn. Eh ben, y a beaucoup de personnes qui participent au brief, qui postent leur création sur LinkedIn. Ouais. Julie l'a fait. Ouais, Julie l'a fait. Julie l'a fait. Et en vrai, Nikita, sur LinkedIn, tu peux juste poster tes projets et peut-être expliquer un peu le client, comment ça s'est passé. En fait, sur LinkedIn, ce qui est valorisé, c'est de montrer un petit peu les dessous du truc ou montrer toi, pourquoi tu es professionnel. Comment tu as géré ton projet, ce que tu veux, ce que tu as voulu mettre en avant dans ce projet, comment ça s'est passé, la relation client. En fait, ce qui est bien, c'est que pour amener des nouveaux clients, c'est qu'eux, ils puissent se dire « Ah, en fait, si je vais travailler avec elle, ça va se passer comme ça. » Et du coup, tu peux faire un post qui est plus basé sur la technique, un post qui est plus basé sur les rencontres que tu fais avec tes clients, etc. Et du coup, en fait, tu parles simplement de ton processus. Et du coup, les gens, ils sont rassurés parce qu'ils se disent « Ah ouais, elle a ce processus-là, elle en parle, donc je sais que si je travaille avec elle, ça se passera comme ça et que je serai accompagnée de telle manière. » Et en fait, c'est souvent ça, les posts... Moi, je poste souvent les projets et j'explique le contenu du projet. Des fois, je fais des posts sur
comment s'est déroulé un projet ou sur des fois une peur qu'a eu un client ou un truc. Et ça te permet de rebondir et d'expliquer des trucs. C'est assez large au final le contenu que tu peux faire. Et en plus, on a des processus créa hyper différents, je pense, en tant que graphiste, web designer ou autre. Et je trouve que ça permet de vraiment voir si, en tant que client, tu peux travailler avec cette personne et comment il accompagne, comme tu le disais. Ouais. Je trouve que ça peut être cool de le valoriser comme ça. Alors, il y a Louz qui nous dit « Perso, je suis trop perdue parce que sur Insta, j'ai pas envie de me brider et de poster que du contenu pro qui attire des clients. En plus, j'arrive pas à être régulière, donc j'ai mes clients par réseau, mais j'en ai pas assez du coup. » Ben, en fait, c'est vrai que sur Insta, je pense qu'il y a un moment où tu arrives un peu à un gap de... si t'as pas eu de clients vraiment par Insta, t'as un peu envie de lâcher ce truc et que ça reste un truc où tu prends du plaisir à poster. Moi, je sais que j'adore la création de contenu sur Insta. Genre, j'aime vraiment ça. Et je poste toujours mes projets. Genre, par exemple, je sais que sur une ligne Insta, je vais toujours avoir au moins un projet ou un bout de projet que je tease ou quoi. Mais c'est pas forcément dans l'optique de trouver des clients. C'est plus pour crédibiliser ce que je fais auprès de gens qui arriveraient. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et il y a beaucoup de gens qui misent que sur Insta aussi. On a souvent cette discussion de savoir s'il faut choisir Insta ou pas en tant que canal principal plus. Je disais, il y a du bruit dehors, peut-être vous entendez pas, je sais pas si vous entendez, mais... Julie qui nous dit carrément avec LinkedIn, le brief créa caféine a fait son effet. Ouais, il a hyper bien marché, félicitations. Moi, clairement, par la force du visuel et de l'esthétique, mais surtout des rencontres qui génèrent des idées projets comme avec toi. Bah, moi, c'est vraiment ça. C'est les 3/4 des projets que j'ai, c'est des issues de rencontres qui ont été faites. J'avoue que j'aimerais bien trouver mes clients via Insta quand même, mais j'arrive pas à me positionner correctement. Mais c'est long de se positionner, c'est long et tu changes. En fait, je trouve qu'on sous-estime vachement le fait de changer en tant que personne. Et du coup, tu remets en question ton positionnement aussi avec ça. Et c'est normal que le positionnement évolue selon ta propre évolution à toi, quoi. Faut pas, je pense qu'il faut pas être négatif là-dessus et se brider justement là-dessus. En plus, tu fais des trucs trop stylés, Louz. J'aime trop, moi, ton contenu. Nikita, ça me fait trop peur car issu d'un autre milieu, je vois que des gens qui mettent des posts méga hypocrites. Alors, parlons-en. En fait, ça me fait mourir de rire parce que j'ai eu 3 rendez-vous cette semaine plus ce truc, le chill chat qu'on est en train de faire. Et à chaque fois, le thème de LinkedIn est revenu. C'est fou. En gros, ce qui s'est passé avec LinkedIn, moi, c'est un réseau que j'affectionne tout particulièrement. Non pas parce que je travaille pour eux, mais en gros, je me suis mise sur LinkedIn en 2014, je crois. À cette époque-là, LinkedIn en France, c'était... vraiment, on n'en parlait pas beaucoup. C'était un peu le truc qui c'est les Américains encore. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, il y a une vague de Français qui se sont inscrits sur LinkedIn, qui ont commencé à parler. C'est un peu devenu un Facebook avec des commentaires guéguerres, etc. Parce que en 2014, il n'y avait pas les commentaires sur LinkedIn. Et il n'y avait pas les likes. En 2014, il n'y avait pas ça. Je crois que je suis pas assez vieille pour... pour ça. Tu postais et en fait, au début, il me semble qu'il n'y avait pas du tout de réaction. Et après, ils ont mis les commentaires comme... mais c'est comme sur Facebook, au début, il y avait pas de... tu pouvais pas commenter. Ouais, tu pouvais juste liker au début. Ouais, et du coup, LinkedIn ont commencé par ça. Ensuite, tu as eu les commentaires, il me semble. Et du coup, quand il y a tous les Français qui sont arrivés pendant Covid, ils se sont dit, on va faire comme les Américains. Maintenant, l'échec, c'est trop bien. Donc, je vais montrer que moi, j'ai eu plein d'échecs dans ma vie et que mes échecs, maintenant, ils m'ont servi à devenir quelqu'un de trop bien. Alors, sur le principe, je suis d'accord. Bien sûr, les échecs, c'est pas grave et ça peut te permettre d'évoluer. C'est clair. Mais la manière dont c'est fait sur LinkedIn, c'est très regardez-moi. Ouais, il y a comment un ego surdimensionné. Ah là là, ça me rend me rend ouf, quoi. En effet. Mais je pense que c'est devenu limite un cliché, en fait. Oui. Mais en fait, ce qui me fait mal, c'est que même des gens que j'ai déjà rencontrés dans la vraie vie, je vois qu'ils font des posts comme ça et je me dis putain, mais merde, enfin, t'as pas besoin de ça, tu vois. En fait, ta personnalité, elle est déjà bien suffisante, t'es pas obligé d'en rajouter des caisses. Et du coup,
En fait, c'est ce que je disais du coup avec un autre graphiste l'autre jour, et on disait, t'as l'impression que toi, du coup, tout est facile, même si t'as eu un échec, tout après était trop simple, et parce que t'as eu cet échec, tout était très simple après. Alors qu'en fait, non, t'as plein de micro-échecs, micro-trucs qui marchent pas. Et bien sûr, les échecs, ça te forme, mais c'est pas non plus. En fait, c'est la manière dont c'est raconté qui est très. En fait, c'est théâtral. Ouais, c'est ça, c'est le mot, je pense. Ouais. Et l'ego, il a. C'est poussé fois 1000 à chaque fois. Et c'est ça qui est, pour ma part, dérangeant, tu vois. Même certaines fois gênant. Ouais. Ouais. Bah, puis c'est surtout. Maintenant, tout le monde fait ça, en fait. Et du coup. Je trouve que c'est presque décrédibilisant maintenant. Moi, quand je vois ce genre de post, je me dis, ok, qu'est-ce qui est vrai dans ce post ? Qu'est-ce que tu as théâtralisé pour le truc ? Enfin... Ça te fait changer de regard aussi sur la personne, je trouve. Ouais. Comme tu le disais, voilà, les gens que tu as déjà vus, rencontrés, etc., ça peut te faire changer d'avis ou l'avoir sous un autre angle, mine de rien. Et du coup, tu vois, même moi, maintenant, quand je poste sur LinkedIn, j'essaye de me dire, alors attends, comment je vais tourner ça pour que ce soit pas dans ces trucs-là, mais en même temps, parce que c'est quand même bien, tu vois, de raconter des trucs qui te sont arrivés, ça peut être cool, mais il faut pas non plus tomber dans un truc où regardez-moi, machin. Mais même ton parcours, c'est super intéressant, je trouve. Mais de là à en faire un... Oui, en fait, c'est vraiment la manière dont c'est... d'ego, c'est vrai. Toi, tu postes... J'ai vu que tu postais pas mal les ressources aussi sur les briefs. LinkedIn, ouais. Je poste beaucoup d'outils, je poste les briefs du mois aussi à chaque fois. Mais par contre, sur mon LinkedIn perso, je poste très rarement. Tu vois, j'avais posté pour le jeu de cartes. Ça avait bien marché d'ailleurs, il y avait beaucoup de réactions. Et j'avais posté juste après un post un peu plus parcours pour expliquer aux gens d'où je venais, ce que j'avais fait et où j'en étais maintenant. Mais pour le coup, les gens aiment bien ça généralement. Un petit peu des histoires où on est passé, etc. pour en arriver là, et je trouve que c'est cool. Mais bon, je pense qu'il y a du bon et du moins bon à prendre sur LinkedIn quand même. Moi, tu vois, je trouve que maintenant, en tout cas, quand j'y vais, ce type de posts dont on parle, là, qui sont vraiment trop théâtrales, je vais plus tellement je vais de moins en moins les liker. Et du coup, je vais liker et commenter que les posts où je me dis, ok, là, il y a eu un truc où la personne, elle a réfléchi, elle te montre son contenu d'une manière très spontanée et vachement plus naturelle que dire ah gna 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 gna. Et en fait, c'est beaucoup de clickbait maintenant en fait sur LinkedIn, c'est ça qui me rend ouf, quoi. Petite question, est-ce que vous avez un site pour présenter vos projets ou vous les présentez juste sur Instagram ? Alors moi, j'ai un site pour présenter mes projets, parce que comme je disais, en fait, j'ai pas tellement de... La plupart des clients m'arrivent pas d'Instagram, donc je mets à jour assez régulièrement sur mon site. Et en fait, je me suis mis sur Google My Business, et en fait, les gens trouvent aussi beaucoup comme ça. Donc, tu vois, cette année, j'ai eu quand même, je pense, 3 ou 4 projets de gens qui m'ont trouvé sur la recherche Google. Ah, trop chouette. Okay. Ça permet quand même de développer ça. Cool. Ouais. Et si jamais tu as Behance, je pense que beaucoup de créas connaissent, mais c'est un site où justement tu peux aussi trouver de l'inspiration, pour le coup, en voyant les projets des autres. Et tu peux aussi publier tes projets et les développer en fait. Behance permet de vraiment mettre plusieurs visuels. Donc tu peux développer une page projet pour chacun de tes projets, c'est chouette. Et puis c'est hyper qualitatif, mine de rien. Behance, il y a des projets vraiment hyper aboutis, qui sont sublimes. Donc niveau inspiration, il y a des très très belles choses. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi beaucoup de lives sur Behance. C'est des lives généralement Adobe, t'as des formations, tout est gratuit. Donc vraiment, pour ceux qui vont pas sur la plateforme, allez-y. Après, je dis ça, je fais très rarement les formations, mais vous avez plein de trucs, c'est remis des fois en replay et tout. Et franchement, Adobe pour ça, ils sont bons, ils y vont quoi. Ils font quand même pas mal de contenu gratuit que tu peux retrouver. Donc, et ça marche vraiment comme un réseau social, pour le coup, Behance, parce que tu peux liker les projets des autres, les enregistrer, tu peux commenter aussi, commenter, c'est chouette. C'est vrai que moi je l'utilise pas beaucoup, j'ai mis quelques projets, mais en fait c'est le dernier truc auquel je pense mettre sur Behance. Et du coup il est pas hyper actif, mais par contre tout le temps, dès que je me connecte, il y a au moins une personne qui a liké ou enregistré quelque part. Je me dis mais comment il tombe sur mon profil, je suis pas du tout active. Et ça peut te faire un peu de visibilité aussi, mine de rien, donc c'est aussi un bon vecteur de visibilité. Ouais. En fait, si vous êtes actif sur Behance, ça peut vraiment bien marcher.
Et pour ceux qui connaissent Blandine, elle a beaucoup de projets sur Behance et elle a encore aujourd'hui des clients qui arrivent, souvent des clients depuis l'étranger. Trop bien. Donc c'est cool si vous voulez vous ouvrir à l'étranger et faire des projets où vous sortez un petit peu de votre routine et de ce que vous avez l'habitude de faire. Postez beaucoup sur Behance parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui n'hésitent pas à contacter en fait des gens qui sont pas de leur pays mais ils s'en fichent. Ils vous choisissent vraiment pour votre créa quoi. C'est d'autant plus sympa de choisir quelqu'un vraiment très pour son style. Ouais, c'est clair. Est-ce que je peux vous demander avec quel outil vous avez fait vos sites? J'essaye de faire le mien avec WordPress. Le mien c'est WordPress et j'ai utilisé un outil qui s'appelle Divi, D-I-V-I, pour... mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un système un peu de template Divi mais beaucoup plus personnalisé où tu peux un peu tout changer. Un peu comme Elementor. Voilà, c'est comme Elementor mais c'est un autre truc. Après, j'ai un pote qui est là-dedans, il m'a dit faut arrêter avec Divi, c'est moins bien, donc peut-être aller plus sur Elementor, et j'ai vu qu'Elementor ils allaient développer des trucs, donc peut-être que... Il y a plein d'opportunités de possibilités, je veux dire, sur Elementor. Mais j'avais testé rapidement, mais j'avais pas creusé, et Divi en fait j'ai eu l'occasion de l'utiliser, donc... Webflow c'est pas mal aussi. Ouais, Webflow on en a beaucoup parlé, mais je crois qu'il y a Denis, je ne sais pas si tu es encore dans le chat, si tu veux parler de Webflow, je crois que tu avais testé. Behance c'est ouf, j'ai quelques projets qui marchent super bien, ça m'amène pas mal de clients, beaucoup de graphistes viennent me suivre grâce à ça. Ah donc comme quoi... Ça aide bien quand même. C'est pas mal. Puis même peut-être que je m'y remette sur Behance. À valoriser sur des portfolios ou même dans tes liens, tu vois, à chaque fois sur ton site, etc. Tu peux aussi renvoyer sur Behance. Même sur mon site, là je suis pas à jour, j'ai plein de projets à mettre. Je suis sur Divi en suivant le live, je découvre. Elementor aussi. Salut Aurélien. Hello. Elementor, trop bien pour une première prise en main. Non, pas de client, pardon, j'ai mal... pardon, j'ai mal lu, ça m'amène pas de client. Et tatouage égale camionneuse. D'accord, bon si tu veux, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, non, tout ça pour dire, Elementor, Divi, de toute façon sur WordPress, franchement, vous avez quand même plein d'outils où vous avez plein de choses qui peuvent vous permettre de faire un site quali. Je crois qu'il y a Adobe Portfolio aussi. J'ai pas vu ce que ça vaut, mais pour commencer, si vous n'avez pas d'argent et pas de temps à mettre dans votre site, vous pouvez commencer par là. Il y a des gens qui n'ont pas de site. Qui fonctionnent que sur Insta ou Behance. Et puis, moi, ce que je trouve bien dans le fait d'avoir un site, c'est qu'on peut te trouver sur Google un peu plus facilement. Donc c'est bien, si vous le faites pas au début, c'est bien d'y penser au bout d'un moment et d'y aller quoi. Parce que le temps que tu remontes dans les résultats de recherche quand même... surtout si vous tapez émission design dans Google, vous devriez trouver Heliocast dans les premières pages. Un référencement de qualité. Mon site actuel, je l'ai fait très rapidement. J'ai refait mon identité visuelle, j'ai refait mon site et c'est allé mais super vite. Alors que c'était pas vraiment prévu, tu vois. Mais mon site, j'en suis hyper contente parce que je me dis, je l'ai fait moi-même. Il y a des petits bugs, il est loin d'être parfait, mais je me dis, quand même. Enfin, en fait, il est classique, mais il fonctionne, quoi. Carrément. Je me dis, il y a ce qu'il faut, où il faut. J'ai fait plein de boutons, j'ai essayé de faire du référencement. Mais du coup, vu qu'on parlait portfolio, tiens, je vais montrer le mien. On montrera le tien après, si ça te tente. Vas-y. Ça peut être chouette. Mais en gros, je suis hyper en retard, moi, pour le coup. Enfin non, je suis pas hyper en retard, j'exagère parce que les derniers projets, ils datent de cet été, donc ça passe. Mais je fais, vu que j'ai à la fois de l'identité visuelle et à la fois du graphisme mural, je fais toujours un truc sur deux. Et du coup, à chaque fois, t'as un truc très vecto et un truc très photo. C'est sympa, je trouve, l'équilibre entre les deux. J'aime bien parce qu'après, tu sais, quand tu mets des photos, ça peut vite être le bordel. Donc je me suis dit, faut à tout prix que je fasse un truc où les photos prennent pas trop le pas. Et du coup, je fais une grille, en fait, un peu comme je fais sur mon Instagram au final. Et du coup, j'ai mes projets d'identité visuelle qui sont là. Et, ma petite forme. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que cette forme revient tout le temps. Et regardez-moi, elle est incroyable cette photo. Merci à la talentueuse Pauline Brio. Elle est incroyable. Alors, et en fait, moi, ça se présente comme ça. C'est trop bien ça. Par petit, donc du coup par client aussi. Ouais. Et du coup, si je clique... Et donc en fait j'ai une petite description. J'espère que je parle pas trop proche du micro. Vous me dites si jamais. T'inquiète.
Et à chaque fois, j'essaie de mettre, tu vois, le compte Instagram du client ou le site internet. Ouais, moi je mets tout le temps, dès qu'ils ont, je mets aussi en avant. Pas à remettre, C'est vachement bon pour votre référencement. Et c'est toujours cool pour votre client aussi, que les gens ils puissent aller voir. C'est ça. Et en fait, on peut slider du projet suivant, etc. Ça, c'est vachement bien aussi. Je l'ai fait en bas aussi pour que les gens puissent passer. Donc voilà, il y a des petits trucs sympas. Mais c'est... Oui. C'est très... Enfin, c'est des projets un peu... Enfin, qui datent un peu, parce que je les ai pas encore revalorisés sur mon site. Mais sinon, on peut aller voir mon petit compte Insta. Vas-y. C'est le moment. Et du coup... Les couleurs. Je suis un peu comme Salomé, j'utilise à chaque fois plusieurs posts pour valoriser les différents supports que j'ai pu faire. N'hésitez pas d'ailleurs à valoriser en réel aussi. Ouais. Ce que vous faites avec les différents supports et tout, c'est cool, même pour le référencement sur Insta. Ouais, moi je le fais des fois, les identités visuelles, des fois je les présente en Reels avec des photos, des vidéos. En vrai, tu peux faire tout faire, plein de trucs. C'est clair. Même montrer les coulisses, les croquis, etc. Ça, j'y pense pas assez. En fait, je l'ai fait, par un moment, j'y pensais tout le temps. Et vu qu'il y a eu une période où j'ai eu du creux, du coup, je pouvais pas le faire. Et là, tu vois, j'ai recommencé à avoir des projets et j'étais en mode merde, j'ai pas pensé à filmer. Mais c'est trop bien, je trouve, de voir un petit peu l'envers du décor. Et avant, je publiais un peu des citations, des projets plus personnels comme un faire-part, tu vois, mon anniversaire d'entreprise, tu vois, des choses comme ça, des sélections de photographes. Voilà, tout ça j'avais fait aussi, Donc voilà, c'était assez varié. Valoriser d'autres gens aussi, justement, comme des sélections de photographes, c'est trop bien. Je l'avais fait aussi sous forme de Reels où j'avais pris 2 photographes. Et du coup, en fait, moi je parlais par-dessus. C'est devenu un peu ma signature de parler par-dessus les Reels. Et du coup, j'expliquais pourquoi j'aimais bien leur travail et tout ça. Et c'était chouette, j'aime bien, je trouve ça chouette de pouvoir les mettre en avant aussi, d'autres gens. Surtout dans la créa en global, quoi. Ouais. Et ce que je faisais, c'est qu'avec les projets fictifs, par exemple, ces 3-là, c'est un projet fictif. Ouais. Donc à chaque fois, je présentais le logo et puis le support que j'avais créé. Ouais. Et je le mettais bien, que c'était un challenge et que c'était pas du tout quelque chose de réel. Et j'aimais bien à chaque fois mettre un petit chiffre clé autour du secteur d'activité aussi, c'était sympa. Donc voilà. Non mais trop bien. C'est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi ton univers. J'adore, on en avait déjà parlé. Des heures de découpage aussi. Des heures de découpage ? Attends, par rapport à quoi ? Ah, pour le lustre, tu veux dire ? J'imagine. Je pense qu'ils ont fait... je pense que ça a été découpé au laser. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... parce que j'ai pas vu la fab, moi, pour le coup, pour ce projet-là. Ça facilite les choses quand même, si c'est au laser. Parce que pour le coup, c'est quand même très précis. T'avais des petites questions, toi, je crois qu'on t'a posé sur les internets. Alors, je vais trouver ça. Il y en avait certaines pour toi. Tu voulais qu'on commence par laquelle ? Vas-y, il n'y a pas d'ordre précis. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question très très précise. Ah oui, je me rappelle. tu m'en as parlé avant de ça. C'est comment gérer l'angoisse de la retraite en tant qu'indépendant. Laissez-moi boire un petit coup. Alors, c'est très très précis comme question. L'angoisse de la retraite. Alors, moi j'ai ouvert ce qu'on appelle un PER, donc c'est un plan épargne retraite. La quoi ? C'est un plan épargne retraite. En gros, c'est un compte. Alors, vous pouvez faire ça chez des assurances ou chez des banques. Moi, j'ai choisi de faire ça chez une assurance. Et en gros, tous les mois, je verse 100 € sur un compte du coup de cette assurance. Eux, ils prennent forcément un pourcentage parce que c'est jamais gratuit ces trucs. Et du coup, en fait, c'est un truc que vous mettez de côté et que vous pourrez toucher quand vous partirez à la retraite. Ou si vous décidez de faire un achat immobilier, vous avez le droit de prendre là-dessus aussi. Donc c'est quand même bien. Et si d'un coup vous êtes au chômage pour X raisons, pareil, vous pouvez prendre dessus normalement. Il y a des clauses en fait qui vous disent que si toutefois vous êtes vraiment dans la dèche, vous pouvez prendre cet argent. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc c'est de l'argent. Une fois que c'est posé, vous ne le revoyez pas avant soit votre achat, soit vos 70 ans, si ce n'est 80 quand nous on sera vieux. Parce que je pense que voilà. Donc du coup, tu peux faire ça. Tu peux aussi décider d'ouvrir un compte sur ta banque où tu mets juste de l'argent pour ta retraite toi-même. Parce que tu n'as pas les frais, mais bon, tu as les frais de ta banque. Donc je pense que ça revient à peu près au même. Ouais. Je suis pas la meilleure en investissement bancaire, mais voilà. Donc moi, je mets 100 € par mois là-dessus. Et ce qui est aussi important,
c'est que les PER, il y a une nouvelle loi qui est passée et quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous pouvez dire que vous mettez tant d'euros par mois sur ce compte-là et du coup, ça vous fait une déduction d'impôt parce qu'ils considèrent que l'argent que vous mettez, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas toucher et du coup, ils vous enlèvent plus ou moins cet argent-là. Donc vous pouvez le faire à partir de n'importe quel âge, du moment que vous avez... En fait, du moment où vous payez des impôts. Enfin, vous pouvez le faire avant, mais c'est intéressant à partir du moment où vous payez des impôts. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je l'ai fait un petit peu trop tard, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Mais je ne savais pas que ça existait, donc voilà. Et après, en termes d'angoisse, en fait, c'est dans tellement longtemps que... En fait, j'y pense, c'est pour ça que j'ai ouvert un PER, mais après, voilà, on peut pas maîtriser comment ça va se passer, on peut pas non plus se dire qu'on aura une retraite, parce que clairement, en freelance, on cotise, mais la cotisation, elle est très très maigre. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais pour les freelances, en micro-entreprise, les cotisations, elles ont baissé, donc ça veut dire qu'on paye moins d'argent, mais on paye aussi moins de cotisations pour la retraite, donc ça veut dire qu'on cotise moins pour la retraite, donc ça veut dire qu'on aura moins d'argent pour la retraite. Donc il y a plein de gens qui se sont dit « Trop bien, c'est trop cool, on paye moins !» Mais du coup, vous aurez moins d'argent plus tard. Donc voilà, c'est un peu une fausse bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est bien d'ouvrir des PER ou d'ouvrir des trucs où vous pouvez mettre un petit peu d'argent de côté et d'essayer de pallier à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui hésitent à se lancer en freelance, en full freelance, ouais. Parce qu'ils ont peur justement de ce côté administratif et du futur et de l'instabilité. Ouais. Et, voilà. En fait, c'est un peu... Il y a une certaine précarité en fait, dans le statut de freelance parce qu'on ne cotise pas pour le chômage. Macron a dit qu'il voudrait mettre ça en place, donc on verra, ils en parlent, ça revient, donc ça risque d'arriver ces prochaines années. Mais là, pour l'instant... Si vous vous lancez en freelance et qu'au bout de 2 ans, vous arrêtez, vous n'avez pas de chômage. Donc, c'est à prendre en compte. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, je n'ai jamais été salariée. Je me suis lancée directement après les études. Donc, si demain, je décide d'arrêter ma vie de freelance, j'ai peanut. Oh, c'est fou, donc, j'ai une pression de il faut que j'y arrive, quoi. Ou alors, si je décide d'arrêter, il faut que je trouve tout de suite du boulot parce que j'ai rien, quoi. Donc, c'est un truc à prendre en compte. C'est vrai que souvent, on peut facilement prendre la décision d'être freelance sans penser à tout ça et c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte pour pas se retrouver derrière complètement démuni face à ça. On n'y pense pas forcément. Donc, ouais. Mais c'est important de le savoir. C'était le petit point administratif. Exactement. Exactement. Je regarde si j'avais d'autres questions. C'est vrai que c'est un peu les sujets qui fâchent, mais en vrai, c'est des sujets qui sont quand même importants. C'est ça. Depuis quand Salomé est-elle indépendante ? C'est trop drôle parce que on fait un tulle chat, c'est toi l'invité, mais j'en ai aussi pour j'ai l'impression d'être interviewée. Je suis freelance depuis décembre 2016, donc je vais fêter mes 6 ans d'entrepreneuriat bientôt, le 10 décembre. Trop bien, tu t'es lancée au mois de décembre. Ouais, très mauvaise idée. Si un jour vous vous lancez en freelance, ne vous lancez pas en décembre pour une bonne raison. CFE ? Voilà. La CFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et en fait, c'est une taxe que vous payez tous les ans en fin d'année parce que vous travaillez, voilà, vous existez en tant qu'entrepreneur, donc vous payez une taxe. Et en fait, vous la payez au mois de novembre. Donc là, par exemple, elle est tombée. Donc si vous vous lancez en décembre, et en fait, la première année, vous êtes exonéré de cette taxe parce qu'ils considèrent que c'est votre première année, donc ils vous font ce merveilleux cadeau de vous offrir la taxe foncière. Donc si vous vous lancez en décembre, ils partent du principe que votre année d'activité, c'est... Moi je me suis lancée en décembre 2016, donc ils m'ont dit « Ah votre première année c'était 2016 ?» Donc en 2017, soit 1 an après mon ouverture, j'ai payé la CFE directement. Donc j'aurais dû attendre, me lancer en janvier. En janvier plutôt, ouais. J'aurais pas payé en 2017 et j'aurais payé qu'en 2018. Donc voilà, faites bien attention à ça, essayez de pas vous lancer en fin d'année. Si vous pouvez grignoter quelques mois, ça peut être vraiment important. C'est clair. Ça peut te faire économiser un petit peu quand même. À cause de ça que j'attends janvier. Attends, vraiment attends. Merci pour le rappel. Vaut mieux commencer en début de trimestre, voilà, tout à fait. Et l'ACRE, si vous en bénéficiez, effectivement, l'ACRE, c'est une aide. Voilà, c'est une aide où vous avez une baisse des cotisations. Donc, en gros, les cotisations en micro-entreprise, par exemple, c'est à peu près de l'ordre de 22-24%. Enfin, en tout cas, ça a un petit peu baissé, donc ça doit être 21-23%.
Et du coup, l'acre, en fait, ça vous les baisse. La première année, je crois que c'est 7, après ça monte à 11, bon, bref. Donc voilà. Et ça, c'est pareil, il faut bien cocher quand vous vous lancez. Ne faites pas comme moi. Moi, je ne savais pas. En fait, je savais pas ce que c'était et je me suis lancée tellement vite que j'ai pas. Débile, tu vois, j'ai pas regardé ce que c'était. Et je me suis dit, je connais pas le mot, c'est que ça doit pas être, ça doit pas être pour moi. Oh non, je ne veux pas d'aide. Voilà, j'ai pas coché. Et en fait, à la fin, une fois que j'ai eu déclaré, je me suis dit, j'aurais peut-être quand même dû regarder. Et en fait, j'ai regardé et j'ai vu que je pouvais le remplir. J'avais quand même quelques jours pour le remplir. Donc, je l'ai rempli et je l'ai eu. Mais surtout, cocher cette case. C'est vrai que c'est tellement facile de se lancer. Enfin, je veux dire, les formalités sont tellement simples que des fois, tu te dis, mais... C'est ça. En fait, c'est presque trop simple. Ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se lancent en se disant « Ah, trop cool, c'est presque trop simple. » Et en fait, après, t'oublies qu'il y a des trucs, derrière à gérer. Ouais. Surtout administratif. Comment ça ? Ça ne dure plus qu'1 an maintenant. Ah oui, d'accord. Ah, je ne savais pas. Effectivement. Alors du coup, ouais, moi ça durait 3 ans. En gros, c'était 5% la première année, 11% la deuxième, 17% la troisième, et après tu passais au taux normal. Donc maintenant, c'est plus qu'1 an. D'accord. Courage aux petits nouveaux. Mais les designers artistes sont pas exonérés. En fait, ça dépend de ton statut. Si t'es à la maison des artistes et tout ça. Si t'es à la maison des artistes, tu as des cotisations, elles sont plus basses. Je crois que c'est de l'ordre de 15% au lieu de 24% en micro-entreprise. Et pour l'exonération, tu parles peut-être de la CFE. La CFE, si t'es à la maison des artistes, tu peux être considéré comme artisan. Et dans ce cas-là, tu peux être exonéré de la CFE. Mais moi, je suis pas à la maison des artistes. Donc voilà, c'est parce qu'il y a vraiment 2 statuts différents et qui sont pas les mêmes. On pourra faire un live là-dessus si vous voulez, mais administratif. Ouais, c'est des gros sujets. Tu fais partie de l'URSSAF, enfin tu dépends de l'URSSAF, je veux dire. Ouais. En libéral. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme moi du coup. Tim, j'ai pas eu l'acre non plus parce que j'ai fait nimp en me lançant. Alors, moi je l'ai eu. J'y ai pensé. Ouais, en fait, j'ai rempli. En fait, j'ai rempli mon truc, j'avais pas mis l'acre. Et en fait, je sais pas, à la fin ou 2 jours après, j'ai vu ce que c'était que l'acre et je me suis dit putain, merde. Et en fait, tu peux le faire après. Coup. Ah, oui. Donc, t'as un dossier à remplir et je crois que t'as 1 mois dans lequel tu peux remplir ce truc et tu l'envoies. Et du coup, tu bénéficies de l'acre. Donc, voilà, 45 jours comme dit Julie. Donc, mais les trucs administratifs, on pourra, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit là tout de suite dans le chat ou même si vous regardez en replay dans les commentaires. C'est un sujet que je pourrais aborder soit sur un chill chat, soit sur un live perso, voilà. On verra, mais ça peut être un truc. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un compte Insta qui est plutôt bien fait sur... Je crois de savoir duquel tu vas me parler. C'est la micro by Flo. Ouais. Et franchement, il y a plein de bons conseils et d'astuces sur le statut de freelance. Ouais. Et oui, voilà, comme Julie dit, la micro by Flo. Et je crois qu'il est même sur LinkedIn, il a un site internet aussi. Il a une newsletter qui est vachement bien. Il tient au courant de tous les... Ouais. Par exemple, à la CFE, il a fait pas mal de com dessus. Donc c'est cool, je trouve. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. C'est peut-être bien toi, Julie, qui m'en a parlé. Et effectivement, ouais, il est au courant de tout et c'est vachement bien. Et en fait, on se rend pas compte, mais tous ces supports-là, comme la micro by Flo, quand moi je me suis lancée, ça n'existait pas du tout. Il y avait 0 aide, c'était vraiment démerdez-vous. Et là, on a de plus en plus d'aides de gens qui vous expliquent comment faire les trucs. Donc vraiment, on a de la chance. Hein. Ouais, franchement, suivez ces gens-là parce que ça peut vous sauver un temps fou pour plein de trucs. Il parle aussi de la TVA et la TVA, c'est un peu le gros truc qui fait peur. Ah oui, la TVA, oui. Et, en effet. En vrai, ça va. Moi, j'y suis depuis plusieurs années et franchement, ça fait trop peur au début et après c'est chill. Je pense qu'une fois que t'as compris, c'est un peu comme tout, ça y est, ça part et c'est bon. Quoi. Et puis une fois que t'as la TVA, tu peux acheter ton MacBook et récupérer 20%. Ça, c'est cool. Et ça, on aime bien. C'est vachement bien. Quand on récupère de l'argent. Ensuite, il y avait une petite question, mais c'était plus du coup pour moi. Ah. C'était comment allier études et freelancing. Donc toi, t'as pas eu l'occasion d'être en freelance pendant tes études. Tu t'es lancée direct après ou est-ce que t'avais déjà des clients J'ai un peu triché, moi. T'as triché. Vas-y, explique-toi. Et moi, vas-y, tu peux enchaîner dessus. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie faire un stage pendant 6 mois à l'étranger. Et à l'issue du stage, donc j'avais pas fini mon master. Et les 2 personnes pour qui je travaillais encore en freelance. Trop bien, des clients fidèles. Ouais.
elles m'ont dit bah écoute, on adore comment tu travailles, est-ce que tu veux rester? Et moi j'étais en mode putain, c'est con parce que c'est l'agence de mes rêves, genre vraiment trop bien, mais c'est en Irlande et clairement je ne veux pas vivre en Irlande. Et j'ai pas fini mes études. Et en fait, moi, j'y tenais vraiment. Enfin, je voulais vraiment finir mon cursus et tout. Donc j'étais en mode. Et tout ça. Ouais. Et du coup, je leur ai dit, j'ai réfléchi, j'ai un peu pesé le pour et le contre en mode putain, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie si je dis non? Donc j'ai même. En plus, j'étais déjà en couple à l'époque, donc j'avais quand même ma vie sur Lyon. Et je m'étais quand même dit, essaye d'oublier que t'es en couple et dis-toi, si t'étais célibataire, quel choix tu ferais? Parce que je voulais pas non plus me dire, putain, entre guillemets, c'est des très gros guillemets, hein, juste à cause de ton couple, est-ce que tu changes ta position ou pas? Et du coup, je leur ai dit non, mais je leur ai dit, écoutez, moi ça me plaît vraiment beaucoup de travailler avec vous, j'adore ça. Donc est-ce qu'il y a un monde où je peux rentrer en France, mais je continue de travailler pour vous, je fais quelques heures le soir, les week-ends. Elles m'ont dit, bah ouais, ok, on fait ça. Ouais. T'as eu ta première expérience un peu avec des clients Et du coup, donc elle me payait, mais j'étais toujours considérée comme stagiaire en fait. On a fait un contrat de stagiaire, comme ça moi ça m'évitait de déclarer. Donc du coup, juste je gagnais de l'argent net. Bravo. Sur mon... Mais c'était pas illégal. J'étais considérée comme stagiaire, donc c'était tout bon. Et donc en fait j'avais un peu ce truc de j'étais freelance et étudiante en même temps. Et du coup, pour répondre à la question comment je couplais un peu les deux, c'est de l'organisation. C'est-à-dire que vous avez les projets de cours que vous devez faire en dehors des cours, parce que généralement, on n'a jamais le temps de les finir sur les heures de cours. Je pense que vous le savez très bien. C'est clair. Donc du coup, je m'organisais vraiment des plages horaires. Je savais que pour l'Irlande, je me mettais, par exemple, 2 heures le samedi matin. Et le reste du samedi, je le passais sur les projets que je devais rendre. Et du coup, je me mettais vraiment des plages horaires comme ça. Donc ça, c'était pour la première partie de l'année 2015, on va dire. De septembre, en tout cas, de septembre 2015 jusqu'à mars 2016. Et en mars 2016, j'avais fini mes cours pour les études. Et là, il y a un autre deal qui s'est passé. C'est que j'ai dû faire... donc j'avais plus les cours, mais j'avais le mémoire à préparer. Donc je gérais le mémoire... le boulot pour les filles d'Irlande, c'était 5 jours par semaine à l'époque, donc comme un temps plein. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me levais à 7h, de 8h à 11h, je bossais sur mon mémoire, de 11h à 18h, je bossais pour l'Irlande, et de 18 à 19h, je me remettais sur le mémoire. Et c'était des très grosses journées. C'était cadré, hein. Ouais. En fait, j'avais pas le choix. Je me disais, si je veux terminer mon mémoire, j'ai pas d'autre choix, quoi. Et t'as fait ça combien de temps? Et de mars jusqu'à octobre. Ah ouais, quand même. Ouais. C'était long. Et du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près. Et après, j'ai passé le mémoire, c'était fini. Et j'ai poussé le stage jusqu'en... Parce que oui, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que normalement, en mars, théoriquement, on était censé retrouver un stage. Et moi, du coup... T'étais déjà en stage. Voilà, j'ai refait une nouvelle convention en disant oui, je vais en Irlande. J'étais pas du tout partie en Irlande parce que j'avais plus l'argent pour y aller. J'y suis allée juste une semaine. Mais en fait, je travaillais en télétravail. Pour eux directement. Ouais, voilà. Et ça t'a fait quand même une première expérience à côté de tes études. Enfin, pas vraiment comme un stage, enfin, encore plus formateur. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, j'ai appris vraiment à être freelance comme ça. Parce qu'en fait, je travaillais en télétravail, j'avais une plage horaire et puis voilà quoi. Je dois y aller, trop sympa ce live comme d'hab, merci. Bonne soirée et à bientôt sur les briefs créatifs. Avec plaisir. À bientôt Nikita, merci d'être passée. Bonne soirée. Donc ouais, c'était vraiment ce truc-là, d'organiser le plus possible. Et ouais, en fait, quand t'as pas le choix, t'organises ton temps et tu trouves le temps. Ça peut être soutenu, mais j'ai jamais travaillé la nuit. Ouais. Ouais, t'as jamais fait nuit blanche, non. Etc. Ouais. Parce que je suis très productive la journée. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont plus productifs la nuit. C'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de créas qui sont productifs la nuit. Ouais. Je pense que ça se fait beaucoup. Et toi, du coup, parce que toi, t'es hyper active en vrai. Parce que t'as ton compte, tu es freelance à côté. Ouais. Là, t'es en alternance, du coup. Je suis en alternance. Donc, du coup, pour rappel, je suis étudiante en 2e année de master. Donc, du coup, en alternance. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que t'es étudiante. Ouais. Donc je suis étudiante encore. Il me reste une année à peine. Du coup, je finis. C'est pareil en fait. Je finis au mois de juillet et j'ai ma soutenance au mois de septembre. Et du coup, j'ai mon activité de graphiste à côté.
depuis du coup bientôt 3 ans. Ouais. Et puis j'ai les briefs créatifs aussi. Donc du coup, je te rejoins complètement, c'est de l'organisation. Il faut être hyper rigoureux, savoir ce que tu fais, quand tu le fais. Ouais. Et puis je pense que j'essaie aussi de ne pas prendre trop de clients, tu vois, aussi en freelance. Parce que, mine de rien, l'activité principale, c'est le fait d'être étudiante et d'avoir mon diplôme. Ça, dans tous les cas, c'est l'activité principale. Et je sais que c'est une activité à côté, quoi. Et j'essaye, tu vois, vraiment de m'y tenir et de me dire non, on va pas avoir un rythme effréné, on va pas travailler la nuit non plus. Ouais. Mais c'est hyper important ça. Ouais. Parce que pour le coup, moi non plus, j'ai jamais fait travailler de nuit. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire et je le ferai pas. Parce que même le rythme est pas possible à tenir après. Ouais. Et vous avez quoi comme diplôme? Vas-y. Alors moi, j'ai un diplôme de master en design global, recherche et innovation. Et un BTS design graphique avant. Mais voilà. Mais mon diplôme final, c'est master design global. Et du coup, moi j'ai un BTS communication, après j'ai fait un bachelor stratégie digitale, et là je suis en master direction artistique, du coup. Donc ça se rejoint un peu. Et c'est l'ESCOM, toi? L'ESP. ESP. Ouais. Je confonds toujours les deux. Ça se ressemble un peu quand même. Mais en fait, ils ont tous le même début. T'as Sup de Pub, l'ESCOM, l'ESP. Ouais. À chaque fois, je suis en mode ah. Et puis du coup, oui, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent allier un petit peu études et freelancing, c'est vrai que c'est pas évident au début, clairement, je vais pas mentir, hein, je vais pas dire que c'est évident, mais il faut beaucoup de rigueur et d'organisation, et je pense qu'il faut le vouloir aussi, tu vois. Il faut le vouloir et être passionné par ce qu'on fait, parce que c'est clairement pas pour l'argent que tu le fais. Enfin voilà, moi j'ai mon alternance à côté, ça se passe très très bien. Mais pour le coup, j'avais vraiment envie de développer les compétences et avoir, tu vois, mon petit truc à moi, tu vois, développer mes clients, me faire un réseau aussi, c'est important. Et puis après, je me suis toujours dit que si jamais je devais être freelance après mes études, je serais freelance si l'opportunité se présente. Si jamais j'ai d'autres opportunités ailleurs, ça sera différent. Et puis voilà, je me suis jamais prise la tête vraiment là-dessus. Mais voilà, de l'organisation et de la rigueur, c'est les clés. Ouais, je suis assez d'accord. Et même sans être... si vous faites pas de freelance... si vous n'êtes pas étudiant plus freelance, si vous vous lancez en freelance après, vous aurez besoin dans tous les cas d'organisation et d'un minimum de rigueur. Je sais que souvent on vend un peu le truc de freelance en mode ouais, c'est hyper flexible, tu travailles quand tu veux, etc. Alors ouais, en soi, tu travailles quand tu veux, tu prends tes vacances quand tu veux. Par contre, quand t'es freelance, t'es entrepreneur, t'es pas payé pour prendre des vacances, t'as pas les 5 semaines de congés payés par exemple. Donc si tu prends des vacances, tu n'as pas d'argent qui rentre. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que il faut vous organiser et il faut pas croire qu'un freelance, il prend 6 mois de vacances. C'est des trucs qui sont réfléchis. Il y a des freelances qui prennent 6 mois de vacances, mais peut-être parce qu'ils ont fait leur chiffre d'affaires en 6 mois et du coup, il leur reste 6 mois. Mais ça veut dire qu'il faut s'organiser pour faire le chiffre d'affaires que vous voulez en 6 mois. Et c'est pas donné à tout le monde. On est de plus en plus nombreux aussi à être freelance, donc c'est aussi à prendre en compte. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Je mets souvent des nuances là-dedans parce que je sais que je reçois énormément de messages d'étudiants qui veulent se lancer dans la vie de freelance, pas forcément pour les bonnes raisons. Donc c'est pour ça que je mets des nuances, parce que être freelance c'est vachement bien, parce qu'effectivement vous avez une liberté, mais il y a aussi des contraintes bien réelles qui sont là. Donc n'hésitez pas à poser des questions effectivement à des gens comme nous qui sommes freelance. Et voir un petit peu tous les dessous de ce truc-là, parce que c'est quand même important. Parce que c'est pas tout rose tout le temps, il faut voir aussi les coulisses, savoir comment on fonctionne, etc. Et mine de rien, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend ce que tu souhaites faire, tes objectifs, ton ressenti aussi. Donc c'est super important de mettre tout ça un petit peu en lien. Et pour finir là-dessus, si vous êtes étudiant, que vous cherchez, vous venez de finir vos études, vous cherchez du boulot, si vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver, ne vous mettez surtout pas en freelance par dépit. Vraiment, pour moi, c'est le pire truc que vous puissiez faire, parce que si la vie de freelance n'est pas faite pour vous, ça va vraiment potentiellement vous dégoûter de ce métier-là. Donc, continuez de chercher, je sais que c'est long, et si vous décidez de vous mettre en freelance, vraiment, faites-le, mais pas longtemps, et désespérez pas, vous trouverez toujours un boulot. Mais faut pas se mettre freelance si on n'a pas vraiment envie, parce que c'est pas, justement, il y a des trucs à prendre en compte qui sont pas évidentes.
Et c'est pas fait pour tout le monde aussi, quoi. C'est clairement pas fait pour tout le monde, parce qu'en fait, on oublie qu'être freelance, c'est faire à peu près 10 métiers différents. C'est pas, vous n'allez pas juste faire de la créa. Vous allez être votre propre comptable, donc tous les mois, vous allez passer plusieurs heures à faire votre comptabilité, à faire votre administratif. Vous êtes votre propre communicant, donc vous allez devoir faire votre communication. Quand vous bossez en agence, c'est pas vous qui vous en occupez. C'est à vous de trouver vos clients en permanence, donc de prospecter, etc. Donc au final, on va dire sur une semaine, je vais grossir les traits, mais vous avez 50% de création et 50% du reste. Donc c'est à prendre en compte. On oublie aussi un peu souvent, c'est pas que de la créa, quoi. Il y a beaucoup de choses qui la relation client, etc., ça s'entretient aussi. Ouais. Donc tu as aussi ce côté-là qu'il faut pas négliger. Et oui, on disait c'est pas du tout fait pour tout le monde, et ça serait bête de dire que ça convient à tout le monde. Comme le salariat n'est pas fait pour tout le monde, en fait. C'est ça. C'est des systèmes très différents. Et pour le coup, je pense que c'est en testant que tu sais aussi ce pourquoi t'es fait. Et tester, hein. De toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est ça, en fait. Si vous n'êtes pas sûr, effectivement, vous testez. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai que la micro-entreprise, tu peux faire assez facilement. Donc, vous pouvez tester pendant 1 an, 2 ans. Si vous voyez que ça ne vous convient pas, et ben... c'est pas grave. En plus, maintenant, le freelance, il n'est pas dévalorisé. Si vous allez voir une agence en disant que vous avez été freelance, généralement, c'est plus comme avant où on dit du coup, est-ce que vous venez vers nous parce que vous n'avez pas trouvé de boulot et du coup, vous n'avez pas vraiment envie d'être salarié. Maintenant, c'est plus tellement le cas parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent en freelance pour plein de raisons que vous pouvez aller voir les agences derrière. Généralement, il n'y a pas trop de soucis. Puis c'est même valorisant, tu vois, d'avoir ta propre entreprise, faire ton propre réseau, etc. Ça montre que tu es entreprenant et que tu as une force d'initiative importante, quoi. Donc, c'est clair. J'ai fini mes études en juillet, j'ai trouvé un service civique en tant que graphiste en septembre. Ça me fait un peu d'expérience en plus, mais c'est vrai que c'est super dur de trouver un emploi. Alors ça pour le coup, je sais que c'est dur, c'est long surtout. Et en plus, j'ai l'impression que c'est d'autant plus dur quand on a un master maintenant. J'ai l'impression que c'est plus facile quand on a moins d'expérience, parce qu'on est moins bien payé. Donc forcément, les agences préfèrent. Mais après, vous pouvez aussi coupler les deux. C'est-à-dire que vous pouvez... si par exemple il y a un service com qui cherche un graphiste à temps partiel, vous pouvez avoir un CDI de 2-3 jours par semaine et le reste être en freelance et avoir d'autres projets. C'est des choses, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est tout à fait possible. Ça peut être une option. On n'en parle pas assez, je trouve. Mais t'as la stabilité d'avoir vraiment entre guillemets quelque chose qui tombe tous les mois. Et puis à côté tu peux développer ton réseau, ton entreprise, ça peut être chouette aussi. C'est ça. Et pareil, ça, on en a parlé rapidement sur une des émissions Heliocast. Mais si vous devez prendre un boulot alimentaire au début... Merci beaucoup, Loas, pour le sub. C'est trop cool, merci. Mais on en parlait dans Heliocast. Si vous devez prendre un boulot alimentaire au début, en plus de votre boulot de freelance, un boulot alimentaire, je sais pas, de 15-20 heures, c'est pas un échec. Pas du tout. C'est hyper compliqué de se lancer. On ne peut pas y arriver tout de suite. On n'a pas tous le même réseau quand on se lance. Donc, allez-y étape par étape et ça va le faire. Enfin, si vous avez la niaque, vous finirez toujours par y arriver. Puis, tu as aussi le côté... est-ce que je vais trouver tout de suite mon positionnement ? Est-ce que je vais trouver tout de suite ma cible ? Voilà. Impossible. Donc, forcément, au début, les bases du business ne seront peut-être pas là et... ça sera pas développé comme tu le voudrais dès le départ, quoi. Donc, pour moi, dans tous les cas, c'est impossible que dès le début, vous ayez la solution à tout. Vous pouvez faire plein d'interviews avec plein d'autres gens qui se sont lancés depuis longtemps. Ça va vous aider, clairement, ça va accélérer le processus. Mais il y a une part de perso qui est trop importante. Donc franchement, prenez aussi votre temps et allez-y étape par étape. Moi, mon processus créatif et mon positionnement, ils changent très souvent. Parce que déjà, on évolue en tant que personne. C'est normal. Donc c'est complètement normal. Merci à toi pour tes lives trop cool. Oh, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Ah oui, c'est pas bête de mélanger les deux solutions. Ouais, franchement, n'hésitez pas. Il y a plein de trucs comme ça, on n'y pense pas souvent, mais go. Le développement en début d'activité prend beaucoup de temps. Je pense que ça bouge tout le temps. Ouais. Et début ou pas, mais moi j'ai fait un full repositionnement quand j'ai quitté le collectif et ça faisait 5 ans, donc au final je suis considérée pas comme une débutante
Et pourtant, j'ai dû tout repositionner. Donc c'est permanent finalement. On a un vivier de créatifs à Lyon quand même impressionnant. Il y a quand même beaucoup de créateurs à Lyon. C'est vrai que sur l'émission, il y a eu énormément de Lyonnais. On a de la chance, franchement, d'avoir Oui, il est dans ta région du coup, si tu veux le rencontrer. Mais oui, non, il y a plein de gens à Lyon, mais lui, il est à Lille. Ah ben Nantes, oui, Nantes, c'est the vivier du design. Globalement, c'est connu. Nantes, c'est un peu the place to be pour le design. Je n'y ai jamais mis les pieds. Peut-être du coup, je suis pas une bonne designeuse. Je ne sais pas. Si on doit faire un résumé bref, n'hésitez pas à suivre Morgane sur le compte des briefs créatifs et sur son compte perso. Sur les briefs créatifs, n'hésitez pas à participer. Parce que comme on le disait, les projets que vous faites avec les briefs créatifs, ça va pouvoir vous permettre un peu d'étoffer vos portfolios pour trouver des premiers clients, pour trouver des nouveaux clients si vous changez de positionnement, tout ça. Mais et du coup, pour vous challenger, etc., assez régulièrement, n'hésitez pas à participer aux briefs et même à vous faire vos briefs à vous tout seul. C'est aussi une... Et puis, comme on le disait, faites des collabs aussi. Si vous voulez pas faire tout seul, faites des collabs. Si vous êtes pas graphiste, vous pouvez aussi détourner le brief et faire un truc dans votre propre corps de métier. Là, il y a des UI/UX dans le chat. Vous pouvez travailler ensemble, graphiste, UI/UX, faire des projets globaux. Ça peut mener sur de belles collaborations. Exactement, un peu en mode agence. Ouais, tu vois. Des micro-agences, des projets de micro-agences. Donc, ça peut être cool. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Écoute, j'ai adoré la petite expérience. Trop cool, ça me fait très plaisir que tu sois là. Ouais, et puis pareil, j'ai bien apprécié. Et puis merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous regarder et puis proposer des petits sujets. C'était super intéressant tous les échanges. Donc merci beaucoup. Et passez une bonne soirée aussi. Oui, bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez bien, dont vous aimeriez bien qu'on parle sur ce format. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer ça pareil sur Twitter, sur Insta, un petit peu partout. Et puis on essaiera de répondre à tout ça les prochains mois. On vous fait plein de bisous et puis du coup à très vite. Ciao ciao. Salut.